Vous aimez, vous, ce mélange insensé de chaos, de provocation et d'humour tranchant qui a la capacité de rendre une œuvre culte? Bah, Ranma 1/2 n'y échappe pas. Et Netflix décide de remettre le couvert en 2024. Calmement, presque innocemment, avec un remake d'un anime qui, depuis les années 80, a fait tomber toutes les certitudes sur ce que pouvait être un shonen. Controversé, audacieux, révolutionnaire et pourtant toujours d'actualité. Comme si Ranma 1/2 était juste un petit anime de comédie romantique inoffensif. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Cette série a littéralement cassé tous les codes de son époque et aujourd'hui encore elle nous montre des vérités sur notre société que beaucoup refusent de regarder en face. Akane? Au grand mot, les grands remèdes! Je vais lui balancer ça sur la tête et le regarder se noyer dans la baignoire! Qu'est-ce qui t'arrive, Akane? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a un pervers dans la salle de bain! Il m'a venu! Bah pourquoi tu lui as pas fait une prise d'arts martiaux? Il a fait la frousse, j'ai paniqué! Alors ça, c'est bizarre. Ranma est allée dans la salle de bain il y a quelques minutes. Bonjour. T'es qui, toi? Je suis Ranma Saotome. Enchanté. Et désolé. Ranma, trompée par un seau d'eau froide, se transforme instantanément en fille. Vous rigolez peut-être, vous trouvez ça mignon, débile, voire même daté. Mais ce que vous venez de voir, en réalité, c'est l'une des premières représentations mainstream de la fluidité de genre dans l'histoire de l'animation, en 1987, à une époque encore très conservatrice, surtout au Japon. En gros, 37 ans avant que Netflix, ces défenseurs de la diversité, ne se décident enfin à refaire ça proprement. Ranma Saotome, 16 ans, expert en arts martiaux, est un jeune garçon pris au piège d'une malédiction aussi absurde que géniale. Car après un voyage avec son père pour s'entraîner dans les sources maudites du Gensokyo en Chine, un accident, disons, inattendu leur est tombé dessus. Disons qu'ils ont un peu loupé un petit détail, mais détail pas anodin du tout, je dirais même crucial. Dans la province du Qinghai, au cœur de la cordillère de Bayan-Har, il y a une montagne appelée l'Esprit du Point. Nous y sommes, chers visiteurs. Vous avez devant vous un terrain d'entraînement légendaire, les sources maudites. Vous avez de drôles de destinations touristiques, si je peux me permettre. Plus personne ne vient s'entraîner ici, c'est bien trop dangereux. Pas pour nous. Tu es prêt, Ranma? J'ai vu pire, ça me fait pas peur. Plus de 100 sources naturelles jaillissent du sol sur ce plateau. Chacune d'elles est liée à une légende particulièrement tragique. Par exemple, il y a 1000 ans, la source que vous voyez là-bas... Allez, viens, Ranma! Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Je ne retiendrai pas mes coups! T'inquiète pas, vas-y. Descendez, s'il vous plaît! Il faut surtout pas tomber dans les sources! J'ai gagné. Qu'est-ce que t'en dis, papa? T'as eu ton compte? Mais qu'est-ce que c'est? Un panda? Il est tombé dans la source du panda noyé! Une légende particulièrement tragique raconte qu'un panda s'y est noyé il y a 2000 ans! Depuis, cette source est maudite. Tous ceux qui tombent dedans sont transformés en pandas géants! Oh, et on pause là! Attends! C'est quoi cette histoire? Tu m'avais pas dit ça, papa? Oh! Il est tombé dans la source de la jeune fille noyée! C'est terrible! Une légende particulièrement tragique raconte qu'une très belle jeune fille s'y est noyée il y a 1500 ans! Depuis, cette source est maudite! Tous ceux qui tombent dedans sont transformés en belles jeunes filles!
jeune fille. J'avais entendu parler de cet endroit. Car en effet, chaque source est tentée par l'esprit d'une personne ou d'un animal mort noyé. Résultat, quand Ranma tombe dans la mauvaise source, il se transforme en fille au contact de l'eau froide. Et son père, lui, devient panda. Oui, un panda. Et c'est à partir de là que tout part en vrille, car entre les duels d'arts martiaux absurdes, les fiancées improvisées, les quiproquos romantiques et les transformations à répétition, Ranma 1/2 devient une comédie d'action délirante où chaque scène est à la fois un gag, une satire et parfois même, sans le vouloir, une réflexion profonde sur l'identité, le genre et l'acceptation de soi. Et ce qui n'aurait pu n'être qu'un simple concept de gag magique devient entre les mains de Rumiko Takahashi, donc la mangaka derrière Inuyasha, un laboratoire de personnages fous, de situations explosives et surtout d'une œuvre en avance sur son temps. Parce que oui, parler de fluidité de genre dans les années 80, ce n'était pas commun, et c'est justement ça la folie de Ranma 1/2, un équilibre instable entre absurde et pertinence, entre baston et introspection. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Ranma 1/2 n'est pas juste un classique qu'on ressort pour la nostalgie, mais une œuvre révolutionnaire qui a prédit nos débats sociétaux actuels, et a influencé toute une génération d'artistes et qui continue de nous poser des questions dérangeantes sur qui nous sommes vraiment. On va découvrir ensemble comment une mangaka géniale a réussi à faire passer des idées révolutionnaires sous couvert de comédie martiale et pourquoi cette série dérange encore aujourd'hui autant qu'elle fascine. Donc, tout commence avec une femme, Rumiko Takahashi. 結構一緒に外で遊んだりもして、であとはでもやっぱりお絵描きがすごく好きで、本当に絵ばっかり描いてたっていう感じも。En 1987, dans un Japon ultra conservateur où les femmes sont encore largement cantonnées à leur rôle de femme au foyer, thématique d'ailleurs que nous avons abordée sur ma vidéo d'Atom F que tu retrouveras sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran, elle publie dans le Weekly Shonen Jump Sunday le premier chapitre de Ranma 1/2. Et déjà, c'est un pied de nez monumental au système, parce que Takahashi, elle ne fait pas dans la dentelle. Oh non, elle prend le genre du shonen, traditionnellement alors et encore de nos jours réservé aux histoires de garçons qui se battent entre eux pour devenir le plus fort, et elle y injecte quelque chose d'absolument inédit, un héros qui change de sexe. Dans ses premières transformations, Ranma ne devient pas juste une version féminine de lui-même. Non, il devient littéralement une autre personne avec un autre corps, d'autres réactions sociales et d'autres attentes. Mais la subtilité et le génie de Takahashi, c'est qu'elle ne traite jamais ça comme un simple gag. Chaque transformation de Ranma est une occasion d'explorer comment notre société traite différemment les hommes et les femmes, comment nos comportements changent selon le genre et surtout comment l'identité peut être quelque chose de fluide et de complexe. Avec cette base, mettez-vous dans le corps d'une personne des années 90 et rendez-vous compte de la révolution que ça représentait. En 1987 et surtout au Japon, on parlait de changement de genre, même dans la fiction, c'était du jamais vu en fait. À cette époque, les rôles étaient strictement définis. Les hommes travaillaient, se battaient et dirigeaient, et les femmes s'occupaient de la maison, élevaient les enfants et obéissaient. Ah là là, le bon vieux temps. Non, je déconne. Plus sérieusement, c'est là que Takahashi arrive avec son héros qui navigue entre les deux mondes, qui découvre les privilèges et les contraintes de chaque genre, et qui remet en question toutes ces barrières supposées naturelles. Et dans tout ça, ce qui est encore plus fort, c'est la façon dont elle a construit son univers autour de cette idée. Parce que Ranma, ce n'est pas juste l'histoire d'un garçon qui se transforme en fille, c'est un monde entier où les règles traditionnelles sont constamment bousculées. Prenons par exemple Akane Tendo, l'héroïne féminine. Elle casse tous les stéréotypes de la Yamato Nadeshiko, l'idéal féminin japonais traditionnel. Akane, elle est violente, elle se bat et elle refuse qu'on la considère comme une faible femme à protéger. Et paradoxalement, c'est justement contre Ranma et sous sa forme féminine qu'il devient le plus masculin, surtout dans ses attitudes, comme s'il devait surcompenser. Et donc, cette dynamique, Takahashi l'exploite dans chaque épisode avec une finesse psychologique remarquable.
Parce que quand Ranma est un garçon et qu'il doit affronter ses peurs, il peut compter sur sa force physique et sa formation martiale. Mais quand il devient une fille, il doit développer d'autres stratégies, comme la ruse, la manipulation et l'intelligence émotionnelle. Et le plus troublant, c'est qu'il découvre qu'il excelle aussi dans ces autres domaines, comme si Takahashi nous disait « Et si les différences entre les hommes et les femmes n'étaient pas si naturelles que ça ?» Et si c'était juste une question d'apprentissage et de contexte social? Et cette question, elle la pose de façon encore plus subversive à travers les autres personnages. Prenez par exemple Ryuka Hibiki, l'éternel rival de Ranma. Lui aussi est victime d'une malédiction. Il se transforme en petit cochon noir quand il est aspergé d'eau froide. Et là, Takahashi nous montre un personnage ultra masculin, obsédé par l'honneur et la force, qui se retrouve régulièrement dans le corps d'un animal domestique faible et dépendant. Cette transformation le force à développer son côté vulnérable, sa capacité à demander de l'aide et à accepter d'être protégé. Sans oublier Mousse, qui lui se transforme en canard, ou encore le père de Ranma, Genma, qui lui se transforme en panda géant. Chaque malédiction dans l'univers de Ranma 1/2 est en fait une métaphore de la rigidité et du contrôle des rôles sociaux et de la nécessité de les transcender pour devenir complet en tant que personne. Mais tout ça c'est bien beau, Aramis, me diriez-vous. Tout ceci, ce n'est que de la psychanalyse rétroactive. Takahashi ne pensait peut-être juste qu'à faire une comédie marrante avec une transformation rigolote. Et vous savez quoi, vous auriez peut-être raison, car dans plusieurs interviews, la mangaka a affirmé qu'elle n'avait aucune intention politique ou sociale particulière. Elle-même a dit qu'elle voulait juste explorer l'idée amusante d'un personnage qui change de genre. コミカルなそのカンフーみたいな、それは本当にやりたかったことです。あとやっぱりその男女が入れ替わるみたいなね、両方やれるって広がりが出るなっていうね。で服装もいろいろ変えられるし、結構一人で男女やるんで、そのなんていうんですかね、書き分けもすごい自分としては楽しいというか。 Mais c'est exactement ce qui rend Ranma 1/2 si puissant. Cette série fonctionne à plusieurs niveaux de lecture simultanément. Pour un enfant de 8 ans, c'est juste des scènes de baston marrantes avec des personnages qui se transforment. Pour un adolescent, c'est une comédie romantique avec des triangles amoureux compliqués. Mais pour un adulte qui a traversé les questionnements identitaires de notre époque, c'est un manuel de déconstruction du genre d'une profondeur sidérante. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence si Netflix, dans leur approche de la diversité, a choisi de réadapter cette série spécifique des années 90? Cette multidimensionnalité, elle se retrouve partout dans la série. Les techniques de combat, par exemple. Ranma pratique l'Anything Goes Martial Arts, littéralement les arts martiaux où tout est permis. Cette école de combat révolutionnaire rejette toutes les traditions figées des arts martiaux classiques pour créer constamment de nouvelles techniques adaptées à chaque situation. Ce qui est une métaphore parfaite de l'approche de Takahashi envers les conventions narratives. Elle prend ce qui l'intéresse dans chaque genre, elle le mélange, elle réinvente et elle transcende les catégories. Regardez comment elle traite les scènes de combat. Dans les shonen traditionnels, les bagarres servent à établir une hiérarchie de pouvoir claire. Le plus fort gagne, point final. Chez Takahashi, les combats sont des moments de révélation psychologique. Ranma ne gagne pas parce qu'il est le plus fort, il gagne parce qu'il comprend mieux son adversaire, parce qu'il s'adapte et parce qu'il utilise sa dualité homme-femme comme avantage stratégique. Et le plus fascinant, c'est que cette influence ne se limite pas qu'au manga ou à l'anime. Ranma 1/2 est devenu, sans que personne ne l'ait vraiment planifié, l'une des œuvres les plus importantes pour toute une génération de personnes LGBTQ+ au Japon. Et d'ailleurs, quelques témoignages affluent encore aujourd'hui sur les réseaux, tels que Ranma m'a fait comprendre que j'étais trans, ou encore grâce à cette série j'ai accepté ma bisexualité, ou encore Ranma 1/2 a été ma première exposition à l'idée de fluidité de genre. Donc c'est bien là le génie de cette œuvre, elle normalise l'extraordinaire. Ranma ne fait pas de grands discours sur l'égalité des genres et les droits LGBT, et il vit juste sa vie avec ses transformations, ses questionnements et ses contradictions. Et cette normalité apparente rend ses expériences universelles et compréhensibles. Les scènes où Ranma, sous sa forme féminine, se regarde dans le miroir pour se demander qui il est vraiment, reproduites sous différentes formes tout au long de la série, c'est l'expérience de millions de personnes qui se questionnent sur leur identité.
Mais au lieu d'en faire un drame existentiel, Takahashi l'intègre naturellement dans une comédie romantique pleine de rebondissements. Et c'est cette approche qui explique pourquoi le remake de Netflix est si pertinent, parce qu'aujourd'hui, ces questions d'identité et de genre ne sont plus des tabous, elles sont au cœur des débats sociaux et contemporains. Et Ranma 1/2, avec ses 37 ans d'avance, apparaît maintenant comme visionnaire. Mais attention, ce serait une erreur de croire que cette série a vieilli sans prendre une ride. Il y a des aspects de Ranma 1/2 qui font grincer des dents aujourd'hui. Les scènes de nudité gratuite, par exemple, certaines blagues limites sur le physique des femmes, l'hypersexualisation de Ranma sous sa forme féminine, tout ça, ça sent bon les années 80-90. Le bon vieux temps, comme je le disais plus tôt. Mais plus sérieusement, c'est justement là que le remake de Netflix prend tout son sens. Les créateurs ont gardé l'esprit révolutionnaire de l'œuvre originale, tout en gommant certains aspects un peu plus datés. Moins de fanservice gratuit, plus de subtilité dans l'humour et une animation moderne qui permettent de mieux faire ressortir les émotions des personnages. C'est toujours du Ranma 1/2, certes, mais dépoussiéré, actualisé et rendu plus accessible à des nouvelles générations qui ont grandi avec des références différentes. Et le plus intéressant, c'est que cette modernisation ne trahit pas l'esprit de l'original. Bien au contraire, elle révèle des aspects de la série qui étaient un peu moins évidents à l'époque. La complexité de Ranma, par exemple, ses moments de doute et de vulnérabilité ressortent mieux sous les codes visuels contemporains. Les relations entre les personnages gagnent en nuances et surtout les thématiques et les thèmes centraux de la série, l'identité, l'acceptation de soi, la remise en question des normes sociales résonnent avec une force renouvelée. Et c'est donc là la pertinence de l'œuvre. Nous vivons dans un monde où les questions qui se posaient à Ranma en 1987 sont devenues centrales. Un monde où l'identité de genre fait débat dans les écoles, où les réseaux sociaux amplifient le questionnement identitaire et où de plus en plus de personnes revendiquent le droit d'exister en dehors des cases traditionnelles. Et dans ce contexte, Ranma 1/2 n'est plus juste un anime rigolo des années 90, mais plus un manuel de survie pour naviguer dans la complexité identitaire contemporaine. Et la série traite le questionnement du regard des autres avec subtilité. Ranma, quand il se transforme, doit constamment gérer entre les réactions de son entourage. Certains le rejettent, d'autres l'acceptent et beaucoup ne comprennent pas. Cette navigation sociale complexe, c'est exactement ce que vivent aujourd'hui plusieurs personnes non-binaires, transgenres ou simplement celles qui refusent de se conformer aux attentes du genre traditionnel. Et la réponse de Ranma, il n'essaye pas de convaincre tout le monde, il ne fait pas de militantisme, il vit juste sa vie, assume ses transformations et laisse les autres s'habituer. Ce qui fait que cette attitude pragmatique et résiliente, c'est peut-être l'une des leçons les plus précieuses de la série. Mais allons plus loin, parce que l'influence de Ranma 1/2 dépasse largement les questionnements de genre. Cette série a révolutionné la façon dont l'animation japonaise appréhende la comédie, l'action et même la romance. Car avant Ranma 1/2, la plupart des comédies d'animation japonaises étaient largement inspirées des sitcoms américaines. Des situations récurrentes, des personnages figés dans leur rôle et des gags prévisibles. Takahashi a cassé ce moule en créant une comédie basée sur l'évolution constante des personnages et des situations. Chaque épisode de Ranma apporte son lot de révélations sur les personnages, de développement dans leurs relations et de nouveautés dans l'univers narratif. Et cette approche dynamique de la comédie influencera des œuvres majeures comme One Piece où l'humour naît de la personnalité unique des personnages et de leurs interactions imprévisibles, ou comme Gintama qui pousse encore plus loin l'art du mélange entre la comédie absurde et le développement de personnages. Par exemple, dans les animés romantiques traditionnels, l'intrigue tourne autour de la question « est-ce qu'ils vont finir ensemble ?» Mais chez Takahashi, la question devient « comment vont-ils réussir à se comprendre malgré leurs différences ?» La relation entre Ranma et Akane n'est pas basée sur un amour romantique idéalisé, c'est une relation de deux personnes fondamentalement incompatibles qui apprennent lentement à accepter leurs différences mutuelles. Ils se disputent constamment, se comprennent mal et se blessent parfois, mais à travers ces conflits, ils grandissent, évoluent et développent une complicité profonde qui transcende l'attraction physique ou même la compatibilité évidente. Et cette approche réaliste et psychologiquement complexe de la romance influencera énormément le développement ultérieur de l'animation. Des séries comme Toradora, Love is War ou même des œuvres plus récentes comme Horimiya doivent beaucoup à cette façon de traiter les relations amoureuses comme des processus de découverte mutuelle plutôt que des idylles parfaites. Le remake Netflix de Ranma 1/2 nous dit quelque chose d'important sur l'état de notre société.
Cette série marche aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'elle a marqué les esprits il y a 37 ans. Elle ose poser des questions que tout le monde se pose sans jamais les formuler. En 87, ces questions tournaient autour du rôle du genre dans une société japonaise en pleine mutation économique et sociale, et de nos jours, elles tournent autour de l'identité dans un monde globalisé où les différences et les références traditionnelles s'effritent. Mais ce qui reste constant, c'est l'approche de Takahashi, ni du prêchi-prêcha, ni même du militantisme, juste l'humanité. Ranma ne devient pas un symbole ou un porte-drapeau. Il reste un adolescent un peu con, parfois égoïste et souvent maladroit, qui essaye de naviguer entre un monde un peu fou et compliqué avec les moyens du bord. Et c'est justement cette humanité imparfaite qui rend ce personnage universel et réellement attachant. 自体もまあ結構くだらなく書けたんじゃないかなと思うので、そのベースができればもうあとは本当にそのキャラクターを出せば、もうその器に放ってば動いてくれるみたいなね、そういう感じがあったかなと。まずどうやって畳むかってあんま考えないです。連載始めたら、とにかく何というのかな、あまり終わることを考え始めるのは本当に終わる、そうですね、2、3ヶ月前ぐらい、もしくは半年前ぐらいからどうやって畳もうかっていうことを考え始めるので、少なくとも最初はそういうことは考えないです。Et le remake a d'ailleurs intelligemment capitalisé sur ces aspects. Là où l'anime original des années 90 faisait parfois des caricatures ou du fanservice gratuit, la nouvelle version mise plus sur l'émotion psychologique des personnages. Les transformations de Ranma sont moins spectaculaires visuellement, mais plus chargées émotionnellement. On voit mieux sa confusion et ses questionnements et ses moments de vulnérabilité. Et d'ailleurs, cette évolution reflète aussi bien une transformation plus large dans l'industrie de l'animation. Là où les années 80 et 90 privilégiaient les spectacles et l'action pure, l'anime contemporain mise plus sur la profondeur psychologique et l'authenticité émotionnelle. Et Ranma 1/2, avec sa richesse thématique et sa complexité narrative, s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Mais attention, encore une fois, à ne pas tomber dans le piège de la nostalgie béate. Si Ranma 1/2 résonne encore aussi bien aujourd'hui, ce n'est pas juste parce que c'était mieux avant. C'est parce que les questions qu'il explore restent intemporelles. Qui sommes-nous? Comment concilier nos différentes facettes? Comment être authentique dans un monde qui nous demande de rentrer dans des cases? Ces questions sont plus actuelles que jamais à l'ère des réseaux sociaux et de l'identité numérique multiple. Nous sommes tous d'une certaine façon des Ranma qui jonglons entre différentes versions de nous-mêmes selon les contextes. La version professionnelle, la version familiale et la version avec les amis, voire même la version sur les réseaux sociaux. Et comme Ranma, nous apprenons à naviguer entre ces identités multiples sans perdre notre cohérence interne. Et c'est peut-être ça le vrai génie de Takahashi, à avoir créé en 87 une métaphore parfaite de l'expérience humaine du 21e siècle, à une époque où personne ne parlait encore d'identité fluide ou même de multiplicité des selfs. Elle inventait un héros qui incarnait naturellement cette complexité. Et aujourd'hui, quand nous regardons le remake Netflix, nous ne regardons pas juste un animé des années 80 remis au goût du jour. Non, nous regardons nous-mêmes, nos questionnements et nos contradictions, et surtout nos transformations constantes. Ce qui fait que Ranma 1/2 fonctionne un peu comme un miroir déformant qui révèle nos propres absurdités et nos propres beautés. Alors, la prochaine fois que vous verrez Ranma se transformer après avoir reçu un seau d'eau froide, ne voyez juste pas là un gag de transformation magique. Voyez plutôt la métaphore de tous les moments où nous devons nous adapter, changer et devenir autre chose que nous étions. Voyez plutôt là la célébration de notre capacité d'adaptation et de réinvention. Et peut-être, juste peut-être, vous comprendrez pourquoi cette série apparemment anodine continue à fasciner, à déranger et à faire réfléchir 37 ans après sa création. Ranma 1/2, ce n'est pas juste un classique de l'animation, c'est un manuel de survie pour l'âme humaine moderne. Et ça, mes amis, c'est révolutionnaire. Et ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est que si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos.
Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion ou à dire ce que t'en as pensé de la vidéo dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Scream, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Scream, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, lien en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.